Le travail partagé est une possible alternative au gel programmé des contrats aidés. Une conférence a été organisée ce matin à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Une réunion d'information à l'endroit des patrons. Briser le tabou qui persiste autour du harcèlement, qu'il soit commis au travail ou dans la rue, les victimes sont souvent les premières pointées du doigt. Le hashtag Balance ton port fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment depuis vendredi dernier. Nous y reviendrons. Enfin, rien ne les arrête. Les jeunes en situation de handicap de l'association Emega démontrent leur talent dans la salle d'exposition de l'EPCC Trois Fleuves. Leur travail à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de nous accueillir chez vous ce soir. Un salarié qui travaille pour plusieurs sociétés, c'est peut-être une alternative au gel programmé des contrats aidés. Ce système appelé temps partagé permet d'ajuster les besoins en fonction de l'activité. En France, plus de 40 000 travailleurs y ont recours. C'est le cas d'Hendrik qui travaille à la fois pour le centre nautique et la mairie de Montsinéry. Regardez ce reportage de Jonathan Lariot. Hendrik est employé par le club nautique de la ville de Montsinéry. S'occuper du bon entretien du matériel et des animations autour de l'aviron est son lot quotidien. Mais ce n'est là qu'une facette de son emploi, car Hendrik est aussi employé de la mairie de la commune. Il est ce que l'on qualifie d'emploi partagé. 2 employeurs pour un seul et même contrat. En semaine, je m'occupe des agents de la collectivité, donc de la mairie, avec des cours de renforcement, de fitness et tout. Et je fais aussi du périscolaire, donc avec les écoles, les enfants, sur diverses activités nautiques. Et puis les week-ends, c'est le nautique, notre temps fort, donc le vendredi, samedi, dimanche, où je suis sur l'eau, et notamment le mercredi après-midi, puisqu'on a des jeunes aussi les après-midi. Le dispositif de travail à temps partagé consiste pour un salarié à travailler pour plusieurs entreprises en ayant un contrat avec une structure tierce. La démarche est souvent bien accueillie par les entreprises qui ne nécessitent pas forcément l'emploi d'une personne à temps plein. Tout le coût justement du salaire est partagé en fonction des adhérents et des utilisateurs au prorata de l'utilisation justement des adhérents. Par rapport au gel des contrats aidés, par rapport aux diminutions du champ des subventions, justement les acteurs vont être amenés à responsabiliser, à optimiser le temps partagé par rapport au coût. Les micro-porteurs de projets, les micro-employeurs seront amenés justement à se réunir, à se fédérer pour mutualiser leurs moyens, leurs ressources, et le groupement d'employeurs justement est un outil à leur disposition. Créé en 2005, ce statut est souvent méconnu des entreprises, mais se fait peu à peu une place dans le milieu entrepreneurial, comme un outil d'économie réel pour les petites entreprises. Il y a aussi, par exemple, l'intérêt de plus en plus important des travailleurs indépendants qui cherchent aussi à mutualiser un petit peu leurs compétences, avoir du temps partagé sur diverses entreprises. Par exemple, un aide comptable qui peut être réparti sur plusieurs structures. Ça répond, là je vous ai parlé des salariés, mais ça répond aussi aux besoins des entreprises qui quelquefois n'ont pas suffisamment les moyens, la disponibilité également du responsable d'entreprise, d'avoir un responsable des ressources humaines, d'avoir un responsable financier, etc., etc. Mais le temps de travail partagé est encore loin d'être une méthode encore bien structurée. Beaucoup de sujets sont encore à traiter pour que le temps de travail soit réellement partagé et non ajouté aux salariés. L'ARACT assure être à l'étude d'une structuration plus adaptée à ce type de contrat. Balance ton port, c'est le hashtag qui fait fureur sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. Il s'agit de la suite de l'affaire d'un producteur de cinéma américain accusé d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes. Des dénonciations qui ont permis de délier des langues dans l'Hexagone, mais aussi chez nous. À travers Facebook, mais aussi Twitter, des femmes racontent ce qu'elles ont vécu dans leur carrière professionnelle. Regardez ce reportage de Johan Boulard. Tu m'excites avec tes airs de Chapine qui se la joue superwoman. L'extrait est sans doute le moins virulent du courrier publié ce week-end sur sa page Facebook par l'ancienne présidente de Martinique Pionnière. C'est l'une des premières martiniquaises à avoir relayé le hashtag Balance ton port, lancé vendredi sur les réseaux sociaux. La publication déclenche une avalanche de commentaires et d'autres femmes semblent se retrouver dans la situation dénoncée. J'avais 25 ans quand j'ai vécu ce genre de traitement, à l'occasion de recrutements menés par des hommes encore en vue et qui pèsent toujours en Martinique. À l'époque, écœurée, j'avais quitté le territoire. Plus tard, j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec d'autres femmes qui ont vécu les mêmes situations. En soirée, au travail, dans la rue, les agressions sexistes sont le lot quotidien de certaines femmes. On va passer dans la rue, on est habillé en robe ou en jupe et forcément les hommes vont nous regarder,
Ils vont nous citer, ils vont se mettre à venir nous draguer. On a l'impression d'être un objet en fait. Hein, ouais, c'est ça, on a l'impression d'être sale, voilà, qu'on ne nous respecte pas en fait. Quand on ne répond pas, la personne insiste. Voilà, ça peut même aller jusqu'à des insultes. C'est quelqu'un dans la rue et qui était très âgé en plus. Donc je me suis sentie vraiment souillée et insultée, surtout dans mon intégrité de femme et de jeune fille. Parce que j'étais quand même une jeune fille et il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Le harcèlement, un sujet que Nadlise connaît bien. Elle en a fait l'objet de son mémoire de master. Pour elle, chacun des concernés a son rôle à jouer. La victime, par son comportement des fois, ou l'absence du comportement qui serait attendu des autres. L'auteur lui-même profite de la faiblesse de l'autre. Les témoins, par leur inaction, en se cachant derrière leur position de non-agissant dans la situation. Pour l'Union des femmes, le harcèlement est une facette du machisme qui s'exerce dans notre société. Le fait d'imposer à une femme des propos à connotation sexuelle, eh bien, c'est tout simplement lui nier son autonomie, son choix et estimer qu'on est dans un rapport de domination. Comme ailleurs, chez nous aussi, le sujet reste tabou. La honte, le contexte économique ou la difficulté à prouver les faits seraient les principales raisons du silence des victimes. Pour en parler ce soir, notre invité est André Baboul. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est une affaire de cœur, donc je ne pouvais pas dire non, même pour le petit peu de temps que nous aurons. Alors, vous êtes présidente d'honneur du CIDFF, donc le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, que fait ce centre ici sur le territoire? Je rectifie un peu. Je viens de passer le flambeau à une nouvelle présidente qui est là. J'y suis restée 10 ans. Eh bien, le combat au quotidien avec toutes les difficultés qui se trouvent, que rencontrent les associations, c'est le travail, l'information sur l'accès aux droits des femmes et l'égalité entre l'homme et la femme, la parité. Alors, professionnelle ou autre, oui. À diplôme égal, que la femme soit payée comme l'homme. Et on voit bien la situation lamentable dans laquelle elles sont actuellement. Et le harcèlement sexuel avec ce hashtag dont on vient de parler, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans la lutte depuis 10 ans? Eh bien, ce que nous en pensons, parce que ça aussi c'est le gros de nos actions, ça revient sans cesse, les violences. Alors ce que j'en pense, cette réaction, elle est très bonne. Il faudrait maintenant que tout sorte. Regardez des personnes comme des actrices très célèbres qui ont subi cela et on a une loi du silence et tout explose et tout le monde le dit. Alors maintenant, il faut que ça soit « je viens de me faire… je le dis ». Parce que ça ne se dit pas comme ça. Malheureusement, en Guyane, il y a très peu de gens qui ont réagi à ce hashtag. Pourquoi, selon vous? Alors, pourquoi? Parce que nous sommes entourés par tellement d'autres avatars, je dirais, les avatars financiers, des situations économiques, sociales qui sont quand même pas très belles. Elles ont dû prendre le dessus, mais ça n'empêche pas les réalités que j'ai connues depuis bien longtemps. Ce qui se passait par ici. Et je crois que maintenant, et d'ailleurs le ministre, notre secrétaire, le secrétaire d'État, va légiférer pour que ça soit dit au sein même de l'Assemblée nationale, au sein avec les ministres. Mon Dieu, on ne se gêne pas. C'est seulement en 1992 que le harcèlement sexuel a été pénalisé, donc c'est devenu un délit, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende en cas de harcèlement sexuel sur les lieux du travail. Aujourd'hui, à quel moment peut-on se dire au travail, oui, là, je suis harcelée sexuellement? Eh bien, écoutez, ça se sent, hein. J'ai pour témoignage des gens qui Entre les blagueurs et les gens qui racontent des blagues salaces, à quel moment celles qui sont harcelées, elles ne blaguent pas. Et on voit très bien, au sein de collectivités, je ne citerai pas de quoi il s'agit, mais elles vont se plaindre aux responsables, la haute hiérarchie,
qui trouvait comme recette, et malgré cette loi aussi, il faut faire gaffe, parce que ça continuera, qui trouve comme recette de la changer de service. Le harceleur, l'obsédé, il vient, il continue, et puis ces personnes, elles sont mises de côté, elles dépriment. Vous parlez sans doute du cas de la jeune employée de mairie c'est pas la jeune employée, qui a menacé il y a eu beaucoup de cas comme ça, oui. Il y a cette dame qui, justement, voilà, qui met fin à sa vie. Eh bien, je pense qu'on a... Heureusement, on a pu l'empêcher. Donc, on a fait un pas. Si elle l'a fait, c'est qu'on n'écoute pas. Et que malgré les lois sont là. Il faut les appliquer et c'est tout. Alors, une femme sur 5 serait victime de harcèlement sexuel au travail, mais seulement 5% d'entre elles vont jusqu'à déposer plainte devant le tribunal. Comment vit-on ce phénomène ici en Guyane? Est-ce que les femmes ont tendance à déposer plainte pour ce genre de cas? Elles vont déposer plainte, mais vous savez, c'est un parcours du combattant. Nous retrouvions au niveau des associations et d'autres associations aussi. Un parcours du combattant, elles y vont. Les plaintes sont reçues où il y a eu un enregistrement. Ensuite, et n'oublions pas que souvent, par derrière, en Guyane, c'est surtout des affaires de couple. Donc, par derrière, on y revient, c'est le père de mon enfant, c'est ceci, c'est cela, la plainte est enlevée. Eh bien, madame, vous savez qu'on arrive facilement à aboutir au bout d'un an, voire 2 ans. Et même pas sur les 100%, 60% peut-être des personnes. Et les plus courageuses sont celles qui ont le moins de moyens, parce qu'il y a aussi ce comportement dans notre bonne bourgeoisie. Alors, un récent sondage a eu lieu sur une 50aine de personnes et 3 sur 4 ne font pas la différence entre le harcèlement et la drague. Comment faire la différence pour ceux qui ne savent pas manifestement? Eh bien, écoutez, le harcèlement, c'est quand on passe à des gestes, à des attitudes, à des propos qui sont déplacés et qui sont répétitifs au quotidien. C'est ça le harcèlement. La drague, bon, on passe, on croise quelqu'un, mais maintenant, et on y revient, et après, on passe au fait supérieur, le geste à ne pas avoir, les propos qu'il ne faut pas avoir, le manque de respect de cette personne qui n'a pour seul témoin et pour seul défenseur qu'elle-même, et c'est ainsi que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec la drague. La drague, bon... On peut ne pas apprécier, et on est en démocratie, hein? Tout le monde dit un peu ce qu'il veut dire, mais le harcèlement, ça n'a rien à voir. C'est un fait de souffrance dû à de la répétition, dû à de la durée, hein, et au manque de respect vis-à-vis de la personne qui le subit. Généralement femme ou comment? Oui, je vous en prie. Vous qui êtes au centre, donc au CIDFF, que faire? Que faire pour lutter contre ce phénomène? Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher ça? Eh bien, le moyen, c'est, je reviens toujours aux lois qu'il faut respecter. Elles sont là. Et puis qu'il y ait, bon, les lois sont là, mais il y a aussi les gens. Il y a les structures au niveau de la direction de la police nationale, au niveau de la gendarmerie, etc. Il faut, d'ailleurs là, ce qu'on a un petit peu trouvé, c'est qu'il y ait une personne, une référente. Parce que vous arrivez, vous portez plainte, bon, celui qui est là, même si c'est obligatoire, vous dit, bon, on la reporte, et puis il reçoit 36 000 personnes à côté. Non, il y a une référente maintenant. C'est ce qui est un petit peu le début d'un trajet qui le rend moins pénible, moins lent. Et puis cette personne est entourée, elle est encadrée. Je vous dis que ça dure, ça dure, ça dure. André Baboul, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dans le reste de l'actualité, on peut vivre jusqu'à la fin. C'est en tout cas le message que souhaite faire passer l'unité de soins palliatifs du CHU de Pointe-à-Pitre. Hier, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à ces soins, ils ont organisé une journée d'information. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. En Guadeloupe, seul le centre médico-social a la capacité d'accueillir un espace dédié aux soins palliatifs.
Le CHU et le CHBT disposent à leur tour d'équipes mobiles de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, qu'on va prodiguer par une équipe interdisciplinaire à des malades qui ont une maladie grave évolutive ou dont le pronostic vital est engagé ou en phase terminale. On peut se retrouver en soins palliatifs, par exemple, après un accident. Tout allait bien jusque-là. Le SAMU est venu nous chercher et il s'avère que malgré tous les soins prodigués, on se rend compte qu'on ne pourra pas guérir cette personne ou la sauver. Donc brutalement, on peut basculer dans les soins palliatifs. Mais on peut aussi, à l'occasion d'une maladie chronique, avoir un organe qui va se retrouver en défaillance. Face à une demande grandissante et un manque de place évident, le centre hospitalier universitaire a souhaité appréhender au mieux cette dernière prise en charge. On veut d'abord sensibiliser nos collègues de l'hôpital, déjà, dans un premier temps, puisque ce qu'on constate, nous, au niveau de l'équipe mobile de soins palliatifs, c'est que les statistiques augmentent de plus en plus concernant les patients qui sont pris en charge en soins palliatifs. La deuxième chose, c'est surtout d'informer le grand public. C'est extrêmement important parce que finalement, on se rend compte que les gens ne connaissent pas ce que sont les soins palliatifs. Et je pense que les gens ont besoin de connaître leurs droits. Parmi ces droits, celui de désigner une personne de confiance reste un des aspects les plus importants des soins palliatifs. Même sans être en soins palliatifs, une personne de confiance, c'est la personne qui va vous accompagner au cours de vos consultations, de vos hospitalisations, qui va être un intermédiaire privilégié entre vous et le médecin, qui va devoir être aussi un intermédiaire entre la famille et le médecin, mais surtout, effectivement, par rapport à la loi de février 2016, elle va être le témoin, un témoin important, au cas où la personne malade ne peut pas s'exprimer et qu'elle se retrouve en situation de fin de vie. Donc elle va devoir normalement exprimer, en tout cas, de manière résolue, la volonté de ce patient, même lorsque la famille n'est pas d'accord. Si le sujet reste inconfortable, l'équipe de soins mobiles pense déjà à une seconde édition. Politique à présent avec l'insatisfaction du député Gabriel Serville. Il est mécontent de la tournure qu'a pris le Congrès des élus samedi dernier. Mauvaise gestion du ton de travail, de parole, frilosité de certains élus face à la proposition de résolution du collectif pour la Guyane décollée. Son ressenti au micro de Galwassim. Alors de ce congrès qui s'est tenu samedi, je tire un bilan extrêmement mitigé pour deux raisons essentielles. C'est d'abord le temps qu'on n'a pas réussi à économiser parce que je considère qu'en raison de l'ordre du jour, on aurait pu aller beaucoup plus rapidement si les choses avaient été mieux balisées, parce qu'il s'agissait en réalité d'adopter le règlement intérieur et puis de définir la méthodologie en vue des états généraux. Ça, je pense qu'on aurait pu le faire beaucoup plus rapidement si les choses avaient été très clairement annoncées dès le départ. Et le deuxième élément qui m'a laissé sur ma faim, c'est le fait qu'on n'ait pas pu prendre en considération la proposition de résolution qui était apportée par le collectif pour la Guyane décollée. Ainsi que je l'ai dit samedi, de mon point de vue, ça aurait été un bon élément pour fédérer autour d'un même objectif, à la fois les élus et la société civile, parce que, on le dit à l'envi, on a besoin, les élus ont besoin d'être accompagnés par la société. Et ça, il ne suffit pas de le dire, mais il faut pouvoir en faire la démonstration. Or, le fait que cette proposition n'ait pas été acceptée, pour moi, je l'ai vécu effectivement comme une fin de non-recevoir et qui n'a pas favorisé la cohésion et l'union que d'aucuns étaient en train de prôner à cette occasion. Je trouve que c'est dommage. La dématérialisation des démarches administratives poursuit son petit bonhomme de chemin. Après les cartes grises et autres cartes d'identité auprès de la préfecture, c'est à la collectivité territoriale de dématérialiser son service de demande d'aide territoriale. Désormais, les demandes de bourse pour les étudiants Bac+1 et Bac+8 se feront en ligne. Claude Plénette, vice-président chargé à l'éducation, était au micro de Galwassim. Cette plateforme s'adresse aux différents étudiants à partir du Bac+1 jusqu'au Bac+8, donc c'est-à-dire jusqu'au doctorant. Donc c'est une aide qui se caractérise par des aides pour le transport, pour l'installation, pour
pour l'achat d'équipements scolaires, des choses comme ça. Mais le plafond est limité à 3 000 €. Bien sûr, le but est bien celui-là, c'est-à-dire que c'est la rapidité, la qualité du traitement des dossiers, et puis surtout l'accessibilité pour tous. À partir d'un ordinateur, peu importe où il est situé dans le monde, je serais tenté de dire, on peut avoir accès à cette plateforme et faire la demande concernant cette aide territoriale. En principe, on s'engage à traiter les dossiers dans le mois qui suit, en fonction des commissions aussi qui seront mises en place, mais le traitement sera beaucoup plus rapide que le traitement que l'on a connu par le passé. C'est le but vraiment de la collectivité, c'est la réactivité. Sport à présent avec la 3e édition des Paralympiades du Tour de l'Île. Elles se dérouleront les jeudis 19 et vendredi 20 octobre au complexe Jean-Claude Lafontaine de Cayenne. Le but, sensibiliser et initier les 500 jeunes attendus au sport adapté aux personnes en situation de handicap. Marie-Claude Théolade, secrétaire du comité régional du sport adapté, était au micro de Galloissim. Nous avons des sports comme le football, le basket, le handball, la pétanque, la boccia, la sarbacane, le rugby, l'athlétisme, le tennis de table. Tous ces sports seront réunis sur une aire de jeu telle que donc le complexe Jean-Claude Lafontaine, qui pourra justement nous donner la facilité d'accueillir tous ces enfants pour 2 journées, parce qu'une journée c'était beaucoup trop court. Donc sur 2 journées pour qu'ils puissent découvrir des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer ou de voir même à la télévision. Avec le sport, j'ai toutes mes chances. Par le sport, justement, nous évoluons, nous avons d'autres perspectives, et avec le sport, justement, ça peut nous ouvrir beaucoup de portes, et surtout avec les personnes en situation de handicap. Je pense que c'est un tremplin à leur vie sociale, c'est un tremplin à leur vie quotidienne, et avec le sport, justement, ils ont toutes leurs chances de pouvoir briller un jour ou de sortir de leur quotidien. Pour clore ce journal, nous vous proposons de découvrir le travail d'une association locale qui organise tous les ans des manifestations artistiques pour les enfants porteurs de handicap, l'association Emega. Cette année, ses dirigeants ont décidé de mettre en valeur l'imagination et le talent de ses jeunes membres. Ils ont réalisé des œuvres sur le thème de la place des palmistes. Leur travail est exposé en ce moment à l'EPCC des Trois Fleuves. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. Pour la 5e année consécutive, l'association Emega organise une exposition d'œuvres d'art. Faite par 25 classes d'enfants en situation de handicap, le thème de l'exposition est le palmier. On est parti donc du thème du palmier, et plus particulièrement des palmiers de la place des palmistes, qui est la place emblématique et historique de Cayenne et de la Guyane. Donc on trouve que c'est un bel endroit qu'il faut exploiter davantage, donc ça a été notre objectif de cette année. Le thème en était donc le palmier, et les enfants ont travaillé avec l'aide d'artistes plasticiens. Pour les artistes, cela représentait un challenge de travailler avec les enfants. Mais c'est surtout le partage qui a animé les collaborations. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de eux. La voulu faire, l'enthousiasme, là franchement, chez nous-mêmes, entre guillemets, sans problème, on doit chercher. Chez eux, c'est énorme. Je pense que la culture, et la preuve en est aujourd'hui dans cette exposition, permet justement d'effacer les différences qu'il y a entre les uns et les autres, entre les enfants, entre certains enfants, entre les enfants et les adultes. Donc je trouve cette exposition assez géniale. Un documentaire est aussi présenté, Kiff Jump, ou comment Jean Osé, atteint d'ataxie télangiectasie, a pu réaliser son rêve, faire du kitesurf en tandem. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir de micro pour que vous puissiez entendre. Parce qu'ils hurlent, ils crient, ils rigolent, donc je pense que c'est un feu d'artifice d'émotions, de sentiments dans leur tête. Tous, ils veulent recommencer, après c'est difficile tous de les faire verbaliser. Tout ce que nous on peut voir, c'est qu'ils ont, pour ceux qui arrivent à l'exprimer, de larges sourires. Et c'est déjà la plus grande des récompenses. Et puis l'envie de recommencer tout le temps, donc a priori c'est que ça leur plaît. L'exposition était prévue au départ jusqu'au 23 octobre à l'Ancre,
mais sera finalement écourtée et transférée au rectorat jusqu'à Noël. C'est la fin de ces tranches d'informations. Voici les titres que nous avons développés. Le travail partagé, une possible alternative au gel programmé des contrats aidés. Une conférence a été organisée ce matin par l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Une réunion d'information à l'endroit des patrons. Briser le tabou qui persiste autour du harcèlement, qu'il soit commis au travail ou dans la rue. Les victimes sont souvent les premières pointées du doigt. Le hashtag Balance ton porc fait fureur sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. Nous en parlions enfin. Rien ne les arrête. Les jeunes en situation de handicap de l'association Emega exposent leurs talents dans la salle d'exposition de l'EPCC Les Trois Fleuves à découvrir et nous vous en parlions plutôt dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Vous qui nous regardez sur Facebook Live, merci de votre fidélité. Vous pouvez toujours nous regarder demain également sur ce Facebook Live. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.